Je vous salue, Afrique des libertés. Je vous confie tout de suite la protection informatique de cette émission. La protection cybernétique de cette émission qui porte sur une alerte aux peuples africains et aux élites africaines. Le golfe de Guinée en Afrique est très clairement la nouvelle cible de l'invasion géostratégique et impérialiste de l'Afrique. Je voudrais consacrer cette émission à vous en donner la preuve. Alors, protégez cette émission, partagez cette émission. Afrique des libertés, amis américains, amis asiatiques, amis afro-caribéens, amis européens des luttes africaines pour la liberté. Le serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains vous salue. Debout, Africaines, Africains, et écoutez la description de l'horrible plan qui menace de s'emparer du golfe de Guinée dans notre terre natale d'Afrique. Partagez et protégez votre mission. Ne laissez pas les machines ennemies nous interrompre, car c'est leur ambition. Il ne faut pas que Franklin Nyamsi ou Cameroun ou Africa, comme vous l'avez voulu, s'exprime, parce que quand il s'exprime, des écailles tombent des yeux et l'espérance est nourrie et l'avenir est lisible. Par la grâce de nos ancêtres angélisés et du Tout-Puissant, nous écoutons Dunia par Faso Ouattara. Dunia, Dunia Betende, Aïe Sabari, Ala Kadani Kambolo. Dunia, Dunia Betende, Aïe Sabari, Masa Kadani Ke. Zonte, Al Zonte Kenegese, Kamoro Kemela Yorosa, Katla Kabuli Katulum, Sumbala. Merci à toi, Faso Ouattara, pour l'ouverture de cette émission. Nous sommes samedi 19 février 2002 sur la Terre des Hommes. Et comme je vous l'avais promis, je voulais vous entretenir, mes chers amis, d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, des îles du monde, d'Europe. Je voulais vous entretenir hier à 17h de la nouvelle cible de l'impérialisme occidental en Afrique, à savoir le golfe de Guinée. Mais hier, les événements se sont accélérés, notamment avec le communiqué historique délivré au journal de 13h sur l'Office de radio-télévision du Mali par le gouvernement malien à travers son porte-parole, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale de ce pays. C'était un communiqué décisif puisqu'il répondait à la déclaration la veille, 17 février 2022, du chef de l'État français Emmanuel Macron à propos de la crise franco-malienne et notamment de la lutte antiterroriste au Sahel. J'ai donc dû décaler l'émission que je présente aujourd'hui. J'ai dû la décaler de 24 heures pour faire face à l'actualité qui s'accélérait. Mais chose promise, chose due, il fallait que je vous parle en cette fin de semaine du golfe de Guinée. Alors, écoutez, avant d'aborder cette question du golfe de Guinée, il y a un certain nombre de préparations qui sont nécessaires. La première des préparations consiste à vous rappeler assez rapidement les structures historiques, les structures psychologiques, intellectuelles, économiques et politiques de la relation de l'Occident avec l'Afrique. La relation des grandes puissances occidentales
avec l'Afrique. Car on ne peut pas aborder une question aussi urgente, une question aussi périlleuse que celle de la gestion du golfe de Guinée en Afrique sans avoir pris conscience de la nature des forces en présence, des forces qui se mobilisent pour conquérir des positions dans cette partie de l'Afrique. Donc, on commencera par rappeler les forces en présence, afin que chacun prenne conscience de ce qui se passe. Et en particulier, on va rappeler, je le dis encore une fois de plus, l'histoire, la psychologie, la structuration intellectuelle, économique et politique, eh bien, du regard que l'Occident pose depuis un certain nombre de siècles sur l'Afrique. Car si on ne maîtrise pas ce regard, on ne peut pas comprendre pourquoi le golfe de Guinée est l'objet de convoitises impérialistes occidentales. Dans un deuxième moment, on va s'intéresser véritablement au golfe de Guinée. On va parler un peu plus du golfe de Guinée. D'abord pour le décrire géographiquement, pour le décrire économiquement, pour le décrire potentiellement, de telle façon que tout le monde comprenne pourquoi les convoitises du monde entier, et notamment des grandes puissances occidentales, aujourd'hui se fixent et se figent sur cette partie de l'Afrique. Parce qu'en fait, ce qu'il y a d'incongru dans le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est que nous allons essayer de comprendre pourquoi, alors que les armées africaines ne peuvent pas se permettre de tenir des réunions pour sécuriser les côtes américaines, les armées africaines ne peuvent pas se réunir en Afrique pour tenir des réunions pour sécuriser les côtes européennes. Les armées africaines et les pays africains ne peuvent pas se réunir en Afrique pour mettre en place des plans de sécurisation des côtes asiatiques. Il s'agit pour nous de comprendre par quelle alchimie, par quelle manipulation il est devenu pratiquement normal depuis des siècles que des Occidentaux se réunissent pour décider de la sécurité de l'Afrique, sans que cela ne choque ni les opinions occidentales, ni tout à fait les opinions africaines. Si on n'a pas été intellectuellement préparé par un travail critique, on ne peut pas percevoir le scandale de la situation. Car en fait, le monde dans lequel nous vivons est un monde dans lequel on a tenté d'habituer des générations entières d'Africains, de peuples africains, et on a tenté d'habituer le monde entier à considérer que la sécurité de l'Afrique n'est pas l'affaire de l'Afrique. La sécurité de l'Afrique est l'affaire de l'Occident. De telle façon que des Africains assis chez eux, en train de regarder la télévision, et qui voient des réunions en Europe, en France, aux États-Unis, des réunions qui se tiennent hors de l'Afrique et sans les Africains ou avec quelques menus africains soumis, pour discuter de la sécurité de l'Afrique, eh bien, l'Africaine et l'Africain qui a été complètement essoré intellectuellement, psychologiquement, qui a été essoré spirituellement, n'est plus scandalisé puisqu'il va de soi que l'Afrique, c'est le continent qui est supposé être resté éternellement mineur et qui, précisément, est fait pour être protégé par les autres. Et c'est un continent jamais majeur dont le destin a vocation à être décidé par le Code noir de Colbert, à être décidé par le pacte et le partage de Berlin en 1884-1885, vocation à être décidé par les accords entre les grandes puissances, entre les guerres mondiales de 14-18 et de 39-45, l'accord de Yalta. Bref, en fait, on a tellement habitué les Africains à considérer qu'ils sont faits pour accompagner les autres dans la marche du monde que beaucoup d'Africains s'assoupissent sans difficulté pendant des décennies entières en ne se demandant pas au nom de quoi les questions liées à la sécurité de l'Afrique ne sont pas prioritairement l'affaire des Africains et au nom de quoi d'autres puissances, à des milliers de kilomètres de l'Afrique, se réunissent et en décident. Au nom de quoi d'autres puissances peuvent se réunir et interdire à un pays africain d'avoir telle ou telle relation internationale. Il faut que l'Africain, quelle que soit la partie du monde dans laquelle il vit, retrouve la capacité d'être scandalisé.
Il nous faut retrouver la capacité d'être choqués par ce qui est injuste. Parce qu'une partie de notre peuple, à travers le monde, a perdu la capacité d'être choqué, la capacité d'être scandalisé, la capacité de ressentir ce qu'on appelle la colère juste, la colère du juste. On a perdu cela. C'est comme un ressort moral qui a été cassé, brisé dans l'Africain, bien sûr, à travers la traite négrière, à travers la colonisation, la néocolonisation, l'impérialisme, les dictatures et bien sûr l'assimilation et la destruction culturelle. Bon, ce sont ces mécanismes-là que votre serviteur essaye de réhabiliter par son travail de pédagogie citoyenne, par son travail de sensibilisation et d'éveil de masse. De telle façon que rien que l'idée que vous entendiez que le golfe de Guinée est l'objet de décisions dans des réunions en Europe, de décisions dans des réunions en Amérique, ou de décisions dans des réunions en Asie, rien que ce fait-là devrait être pour vous une source d'insurrection morale. Ça, ce sera, à partir de là, ça sera ce qu'on appelle le commencement d'un processus de guérison pour les citoyennes et les citoyens africains et pour les Africains, qu'ils soient les Africains d'Amérique, les Africains d'Europe, les Africains d'Asie, ou les Africains d'Afrique, ou les Africains des Caraïbes. Nous devons tous ensemble retrouver une longueur d'onde, une vibration commune, à savoir être unis contre l'injustice qui nous frappe collectivement dans tous les pays du monde où nous sommes disséminés, précisément parce que le continent natal de la civilisation africaine est encore un continent maintenu dans la minorité, maintenu dans l'infériorité physique, l'infériorité mentale et l'infériorité spirituelle. Donc, tout ce que je fais sur les réseaux sociaux depuis plus de 2 décennies, tous les 22, 23 livres que j'ai produits, les milliers d'articles que j'ai donnés, les milliers de conférences que j'ai données, n'ont de but, mes chers frères et sœurs africains, mes chers amis, frères et sœurs européens, frères et sœurs américains et asiatiques, que de vous redonner et de nous redonner à nous tous une sensibilité à l'égalité, à la fraternité, à la liberté, à la dignité égale de l'homme africain. Il ne s'agit pas de rechercher une suprématie, une supériorité, une domination du monde par l'Afrique. Non, il s'agit justement de rechercher la fin du paradigme de la suprématie, la fin du paradigme de la domination, la fin du paradigme de l'écrasement unipolaire de la planète. Il s'agit de sortir du mythe selon lequel le monde doit être dirigé par un seul bloc, le mythe hégémoniste, qui est au fondement de la pensée politique internationale de l'Occident et qui a contaminé littéralement toutes les autres grandes puissances du monde, précisément parce qu'elles ont peur, les unes envers les autres, d'être dominées. Et que paradoxalement, elles sont toutes victimes de la contamination du principe qu'il faut passer en premier. L'humanité que nous voulons bâtir, au seuil du péril nucléaire, au seuil du péril écologique planétaire, l'humanité que nous voulons bâtir est une humanité où tout le monde va renoncer à l'idée de posséder le monde pour lui tout seul. Il s'agit d'une humanité multipolaire, pacifique, une humanité où le consensus, le compromis, le débat, le monde commun, le droit international reconnu seront les fondements d'une paix qui ne sera jamais parfaite, certes, mais qui sera acceptable pour la belle croissance, pour le beau développement, pour la belle réalisation, le bel accomplissement des civilisations et des générations en elles. Voilà la perspective, mes amis. Voilà le cap. Et il ne faut pas se laisser dévier de cela. Nous allons donc parler du Golfe de Guinée. Et là, je donnerai la parole à 2 petits documentaires que j'ai trouvés. Il faudra qu'on écoute ces 2 petits documentaires pour mesurer ce qu'est le Golfe de Guinée. Et on verra les acteurs qui s'impliquent aujourd'hui dans le Golfe de Guinée. Où l'on verra très bien qu'en réalité, le Golfe de Guinée, actuellement même, n'est déjà pas contrôlé par les Africains eux-mêmes. Le Golfe de Guinée est déjà l'objet d'une dépossession de l'Afrique. L'Afrique est déjà, au moment où nous parlons, dépossédée du Golfe de Guinée. Et c'est en fait simplement une phase nouvelle de l'activité d'expropriation
des Africains du Golfe de Guinée. C'est cette phase qui vient d'être lancée. Et ça, je vais l'expliquer dans la dernière partie de l'émission, à travers la rhétorique de l'invasion terroriste. C'est-à-dire l'invasion terroriste qui a été lancée par la coalition occidentale à partir de la destruction de la Libye en 2011, puis la déstabilisation du Sahel, elle est un argument qu'on retrouve maintenant sur toutes les bouches des grands dirigeants occidentaux pour justifier le positionnement de leurs armées dans le golfe de Guinée. Et nous allons bien préciser les raisons pour lesquelles ils veulent positionner leurs armées dans le golfe de Guinée. Donc voilà le programme. Un programme ayant pour but de mettre à la disposition de la citoyenne, du citoyen lambda, un niveau d'information et de compréhension suffisamment élevé de la nouvelle grande menace qui pèse sur l'Afrique. Alors, si ce programme vous agrée, vous êtes déjà près de 1700 personnes en direct sur YouTube, Franklin Yamsiwa Cameroun. N'oubliez pas d'aller sous la vidéo et d'appuyer sur le pouce levé. Ne laissez pas une situation de déséquilibre entre le nombre de personnes qui regardent l'émission et le nombre de personnes qui la protègent en la défendant, en appuyant sur le pouce levé sous la vidéo. Pareil, vous êtes bientôt près de 1000 personnes en direct sur Facebook Franklin Yamsiwa Cameroun. Faites autant de partage et restez tout au long de l'émission des citoyens proactifs. Alors, Faso Ouattara, un peu de musique, ensuite on commence la première partie. Voilà. Quelles sont les structures historiques? Quelles sont les structures psychologiques? Quelles sont les structures intellectuelles? Les structures économiques et politiques de la vision occidentale de l'Afrique. Il y a un très grand chercheur africain d'origine congolaise. Il s'appelle Vumbi Yoka Mudimbe. On l'appelle encore Valentin Yves Mudimbe. Il a enseigné entre le Congo et les États-Unis d'Amérique et a produit un certain nombre d'œuvres, dont une à laquelle je voudrais demander à ceux qui voudraient aller plus loin de se référer. Il a écrit The Invention of Africa et il a écrit The Idea of Africa. The Invention of Africa, l'invention de l'Afrique. The Idea of Africa, l'idée d'Afrique. Dans ces deux ouvrages-là, Vumbi Yoka Mudimbe montre en particulier comment la notion d'Afrique que nous avons dans nos crânes en ce 19 février 2022 est en très bonne partie une notion d'Afrique qui nous a été imposée par le regard des non-africains sur les Africains. Bref, en réalité, les Africains doivent faire un travail sur eux-mêmes pour apprendre à se regarder, non pas comme les autres les voient, mais tel que librement ils voudraient se voir et être vus. Mudimbe montre que, à commencer même par le mot Afrique, à l'origine, voilà le mot qui est forgé à partir de la langue latine, avec le mot originel affaire, affaire qui veut dire noir, A-F-E-R, qui veut dire noir. Le mot Afrique est forgé à partir de ce mot-là pour désigner un continent tout entier, à partir d'une particularité de sa population la plus importante, à savoir la couleur sombre de leur peau. Je rappelle qu'à l'origine, quand on appelle le continent des hommes noirs, et même quand on dit Éthiops en grec pour désigner l'homme noir, on ne le dit pas dans une perspective discriminatoire. À l'origine, on le dit parce que tout le monde sait que ce continent-là, tout le monde sait que le grand empire égyptien de l'Antiquité, qui pendant pratiquement 4000 ans a, pour ainsi dire, dominé le monde et a fondé l'essentiel des sciences, des disciplines théoriques dont l'Occident devait jouir plus tard, on sait qu'il était composé, il était habité essentiellement et même totalement par des populations noires, comme le gros du continent africain, jusqu'au cœur de la Nubie, en descendant dans la vallée du Rift, etc. Donc, en fait, à l'origine, on désigne les Africains, on désigne l'Afrique, on crée même le concept d'Afrique à partir d'une particularité des populations de ce territoire. Mais il va se passer un phénomène particulier. C'est qu'au XVIe siècle, les Occidentaux ont un problème.
Ils ont pris connaissance à travers leurs explorateurs des richesses dont les autres parties du monde sont pleines et qui manquent sur le sol européen. Alors, ils ont envie non seulement d'exploiter ces richesses, mais ils ont besoin d'une main-d'œuvre pour exploiter et transformer ces richesses. Lorsqu'ils cherchent cette main-d'œuvre parmi leurs propres proches, en quelque sorte concitoyens, cela entraîne interminablement des guerres civiles entre eux. Alors, à un moment donné, ils se concertent, les rois d'Espagne, du Portugal, de France, d'Angleterre, se concertent et il y a d'un commun accord la décision de mettre leurs moyens autour d'une idée, à savoir que les populations de peau sombre, partout sur la Terre, vont faire l'objet d'une prédation physique organisée et elles seront réduites ainsi en esclavage sur la base du critère pigmentaire. Et cet esclavage permettra de lancer le travail des mines, lancer le travail des plantations, qui va constituer ce qu'on appelle l'accumulation primordiale de l'Occident et va lancer le capitalisme occidental. Donc à partir de là, la notion d'Afrique devient une catégorie discriminatoire. Afrique venant de affaire qui veut dire noir, eh bien Afrique signifiera la terre de ceux qui doivent être les esclaves de l'Occident. C'est décidé ainsi au XVIe siècle, c'est mis en application et c'est cela qui va engendrer par la suite le partage colonial de l'Afrique. On va se partager l'Afrique sans les Africains, exactement comme on s'était partagé les Africains eux-mêmes, leur corps, leur chair, leurs os et leur sang, sans les Africains. Donc, la notion d'Afrique, à partir notamment de la traite négrière, va connaître une redéfinition. L'Afrique comme une catégorie de domination, de discrimination et de soumission. La colonisation, c'est rien d'autre que la traite des Noirs pratiquée en Afrique. On va venir traiter les Noirs en Afrique exactement comme on les a traités dans les plantations de coton, de canne à sucre, de tabac en Occident en général, c'est-à-dire en Europe et aux États-Unis. On va les traiter comme on les a traités dans la traite négrière orientale, du côté dans le monde arabe. On va les traiter pareillement, mais sur place en Afrique. C'est cela la colonisation. C'est la traite des Noirs sur place en Afrique. Les mêmes catégories vont cette fois-ci pratiquer sur place. Puis il va y avoir une troisième vague devant les luttes africaines, devant les chamboulements de l'histoire du XXe siècle, où les troupes africaines doivent, entre autres, aider l'Europe à son émancipation contre le nazisme, et notamment la France. Devant cette participation massive des Africains, en quelque sorte, au rééquilibrage du rapport de force entre les grandes puissances du monde, on décide de leur accorder des indépendances piégées, des fausses indépendances. C'est la décision du gros des puissances, et notamment de la puissance française, qui organise une fausse décolonisation. Autrement dit, on maintient les Africains sous le joug culturel, on leur impose la langue française. On maintient les Africains sous le joug économique, on maintient une monnaie qui est un poste douanier de péage sur les richesses africaines, le franc CFA, monnaie coloniale. On maintient les Africains dans un régime de sous-citoyenneté politique, puisque on impose des dictateurs et on élimine physiquement les leaders des mouvements indépendantistes de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique équatoriale dite française à l'Afrique occidentale dite française, on élimine, on massacre, d'accord? Et on instaure donc des peaux noires, masques blancs au pouvoir, les dictateurs, les despotes africains ont créé la France-Afrique. Donc en fait, la notion d'Afrique aura été ainsi modifiée par la traite négrière, modifiée par la colonisation, modifiée par la néocolonisation, elle aura été réécrite par la France-Afrique. C'est-à-dire que l'Africain est pensé globalement par l'Occident, et en particulier par la puissance coloniale française, qui joue un rôle important dans les processus que nous décrivons. L'Africain sera pensé comme un sous-citoyen. Même quand il est français, il doit se tenir à carreau. Il y a des libertés d'expression et de pensée qu'on ne tolère pas qu'il exerce, qu'il assume. Parce qu'il est considéré comme un Français de seconde zone. Même quand il est français. Et quand il n'est pas français, par définition, il est considéré comme un individu sans droit. Les droits lui sont de temps en temps reconnus par petits bouts. Alors, c'est un individu sans droit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit de choisir son président de la République. On décrète que c'est Bokassa, on décrète que c'est Dako, on décrète que c'est Aïdjo, on décrète que c'est Biya, on décrète que c'est Bongo qui remplace Léon Bar,
On décrète que Sassou va revenir au pouvoir à la place de Lissouba. On décrète que Babo doit dégager. On décrète que Sankara doit dégager. On décrète que Kadhafi doit être tué. On le tue et on avance. Donc l'Africain, dans cet environnement de pensée, est considéré comme un sujet-objet. Il est d'abord un objet-sujet. D'abord, il est sujet de la puissance impériale occidentale, avec ses subdivisions, et il est un objet, puisque à tout moment, on peut le traiter comme une chose. Par exemple, on va estimer que les Africains n'ont pas droit à la démocratie. M. Chirac va affirmer que la démocratie est un luxe pour les Africains. On va affirmer que le respect de la clause de limitation de mandat n'est pas fait pour les nègres d'Afrique. Alassane Dramane Ouattara peut tout à fait violer l'article 55 de la Constitution ivoirienne et s'octroyer un troisième mandat anticonstitutionnel. Et on va trouver des dirigeants français pour justifier Alassane Ouattara, pour dire que c'était un cas exceptionnel, même si un tel cas n'est pas possible en France. La démocratie étant considérée dans la psychologie de ces gens comme un luxe pour les Blancs, comme un luxe réservé pour les Blancs, un luxe réservé pour les Blancs, exclusif. C'est pas, ça, c'est leur arôme, c'est ce à quoi ils se reconnaissent et se distinguent des Africains. On va s'accommoder de régime, Biya 40 ans au pouvoir, on va continuer à entretenir avec lui des relations politiques, économiques, financières très intimes, on va le protéger contre son opposition, chaque fois que c'est nécessaire. On va soutenir le régime de Sassou, on va soutenir le régime de Faure Gnassingbé au Togo, on va soutenir le régime de Déby au prix de nombreux massacres de Tchadiens sur plusieurs années. On va continuer d'entretenir des relations très intimes avec les pires régimes politiques du continent africain, à partir du principe que les peuples et les individus africains ne comptent pas. C'est ce qui explique que même aujourd'hui, lorsque les dirigeants français évoquent ce qu'ils appellent le sentiment anti-français, ils l'évoquent avec beaucoup de colère parce qu'ils ne comprennent pas que les nègres aient des sentiments. Le nègre est un objet. Le nègre commercialisé, c'est un objet. Le nègre colonisé est un sujet. C'est un sujet à peine objet, un objet à peine sujet. Le nègre néocolonisé, placé à l'intérieur des pseudo-républiques bananières de la France-Afrique, il n'est pas considéré comme quelqu'un dont les émotions comptent. Donc on peut massacrer des Africains devant l'hôtel Ivoire sans procès. On peut massacrer des Africains au Niger, à Tillabéri. On peut les massacrer sans procès. On peut tirer sur des civils burkinabés au passage, sans procès, en plein 21e siècle. Pourquoi? Parce que, comme je vous le dis dans la première partie de cette conférence, l'Occident a conçu sa relation à l'Africain en occultant la dimension de la sensibilité de l'être africain, c'est-à-dire sa capacité à souffrir ou à jouir, en occultant la dimension de l'intelligence de l'être humain africain, c'est-à-dire sa capacité à penser, à se projeter, à décider par lui-même, en occultant complètement la dimension même de la citoyenneté de l'Africain. L'Africain est, dans le meilleur des cas, un sous-citoyen de l'Empire occidental et dans le cas d'espèce de l'Empire français. Il est appelé, quant à lui, à ne pas avoir de sentiments contre ceux qui ont perpétré la traite des Noirs. Il ne doit pas avoir de sentiments contre ceux qui ont perpétré la colonisation sans repentance. Il ne doit pas avoir de sentiments contre ceux qui ont organisé plus d'une centaine de coups d'État dans le XXe siècle africain. Non, il ne doit pas les avoir parce qu'il n'est pas une personne. Si vous n'avez pas compris ce que j'essaie d'expliquer dans la première partie de cette conférence, à savoir la négation de l'humanité africaine comme condition de la perception de l'Afrique par l'élite politique occidentale, vous ne pouvez pas comprendre ce qui va se passer à propos du Golfe de Guinée. Vous ne pouvez même pas comprendre ce qui se passe au Sahel. Vous ne pouvez pas comprendre l'histoire des 2 derniers siècles, sur la Terre. Ce 21e siècle, entamé déjà de 22 ans, et le 20e siècle qui est passé sous nos yeux. La négation de l'humanité africaine. L'Africain est supposé ne pas avoir de sensibilité. On lui tolère à peine de l'imagination. Et quand on lui vole ses œuvres d'art, on les lui restitue en se vantant, comme on le voit au Bénin. Et j'ai entendu la naïveté du discours des autorités locales voulant flatter le colon
jamais complètement décolonisé. Mais écoutez, les œuvres d'art africaines ont été pillées, volées. Où est le procès? Où sont les tribunaux pour condamner ceux qui l'ont fait? Les Allemands ont payé des réparations. Les Allemands ont payé des réparations pour leurs crimes jusqu'en 2010. Où sont les tribunaux? Où sont les cours pénales internationales pour juger des négriers et évaluer l'héritage, l'argent qu'ils ont accumulé avec le sang nègre? Où sont ces tribunaux? Où sont les grands juristes de l'Occident? Où sont les grandes consciences de l'Occident? Je vois aujourd'hui avec quelle précision, avec quelle finesse, avec quel succès, et je salue ce succès. On traque ceux qui ont profité de la tragédie et du génocide des Juifs. 6 millions de Juifs d'Occident ont été exterminés. Aujourd'hui, on traque avec une discipline et une rigueur totale tous ceux qui, à quelque bout du monde que ce soit, ont profité de ce malheur. Mais le malheur des Juifs est récent. Celui des Africains est encore plus ancien. Et il n'y a pas l'ombre de l'ouverture d'une procédure de droit international, une procédure de réparation pour les crimes contre l'humanité que longtemps avant l'extermination des Juifs, les Africains ont subi. Rien de tout cela. Une négation totale et qui explique l'arrogance de l'élite occidentale actuelle, de l'élite française actuelle. Mais ils sont arrogants parce qu'ils ne se sont pas repentis. Ils sont arrogants parce qu'ils ont profité de la traite des Noirs. Ils en ont hérité économiquement, psychologiquement. Ils en ont hérité affectivement. Ils en ont hérité intellectuellement, philosophiquement, idéologiquement. Ils en ont hérité culturellement. C'est pour cela qu'ils sont arrogants et qu'ils ne comprennent pas. Et qu'ils s'offusquent qu'il y ait un sentiment anti-occidental ou anti-français. En quoi? Les nègres ont des sentiments. Comment ces gens-là peuvent-ils avoir des sentiments? On a décrété depuis plus de 5 siècles que ceux-là, ils sont faits pour suivre, pour subir. Donc, si vous n'avez pas bien intégré le fait que, historiquement, psychologiquement, intellectuellement, économiquement et politiquement, et culturellement, l'Occident ne s'est pas encore débarrassé du préjugé de la supériorité raciale, ne s'est pas encore débarrassé du préjugé de la supériorité de la mission civilisatrice coloniale. On continue encore au XXIe siècle à essayer de nous parler des bienfaits de la colonisation. Et on brime les rares hommes politiques français qui de temps en temps veulent se repentir. La repentance est interdite parce que les Africains ne sont pas, du point de vue de ceux qui refusent la repentance, des êtres humains. Ce sont des choses que Dieu ou la nature aurait mis à la disposition de la suprématie occidentale. Bon, on ne veut pas. On ne veut pas ouvrir le chapitre de la réparation, qui seul pourtant peut être le gage de la vraie repentance et le fondement d'un renouveau des relations internationales afro-occidentales. Donc, racisme, colonialisme, impérialisme, néocolonialisme, suprémacisme sont les structures historiques, psychologiques, intellectuelles et économiques avec lesquelles l'Occident regarde l'Afrique. Donc, en fait, l'Afrique que l'Occident regarde, ce n'est pas l'Afrique telle que les Africains éveillés aimeraient qu'elle soit, c'est-à-dire une Afrique humaine. Ils regardent l'Afrique comme un continent à leur disposition, comme un marchepied, un tremplin, un réservoir de matières premières. Ils regardent l'Afrique comme une chose dont ils doivent se servir pour s'affirmer dans le grand duel des puissances eurasiatiques. Allez lire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le grand livre de Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard, le grand échiquier, la doctrine du suprémacisme occidental, la doctrine de l'hégémonisme occidental y est clairement affirmée. Alors, une fois que vous avez compris que le problème qu'a l'Occident est, entre autres, la puissance française, est un problème historique, c'est un problème psychologique, c'est un problème intellectuel, c'est un problème économique, c'est un problème politique dans son rapport à l'Afrique. C'est un rapport qui n'a jamais été véritablement humanisé. C'est un rapport objectal. L'Afrique est regardée comme un objet. Tant qu'on n'a pas brisé les bases réelles de cette relation objectale, instrumentale, dans laquelle l'Africain est un objet, ou dans le meilleur des cas, un sous-citoyen, il ne va pas y avoir de changement de la relation
de l'Occident à l'Afrique, du point de vue de l'Occident. Car en fait, comme l'a souligné Albert Memmi, la relation Afrique-Occident étant une relation en quelque sorte du colon avec le colonisé, le colon occidental et le colonisé africain, les deux parties de la relation sont contaminées par la même maladie. Car le colon dépend du colonisé, puisque le colon vit de l'exploitation du colonisé. Tout comme le colonisé dépend du colon, puisque le colonisé a perdu l'habitude de décider par lui-même. Un peu comme ces esclaves qu'on libérait à la fin du 19e siècle et qui refusaient de partir parce qu'ils ne savaient plus être libres. Il y a donc ici une double thérapie. Et c'est ce à quoi nous appelle Vumbi Yoka Mudimbe dans The Invention of Africa. C'est ce à quoi nous appelle Vumbi Yoka Mudimbe dans The Idea of Africa, ce qu'il appelle le paradigme de la double déconstruction. C'est-à-dire qu'on doit décoloniser l'Afrique en même temps qu'on doit décoloniser l'Occident. On doit guérir les deux. Alors, comment les guérir? On peut les guérir par le travail d'éducation auquel nous nous livrons. Mais Frantz Fanon a apporté quelque chose de décisif en montrant que dans l'histoire, il n'y a jamais eu de guérison dans un tel processus historique de domination sans la résistance des dominés. C'est la résistance des dominés qui est en quelque sorte la source ultime de la thérapie. Car en résistant, le dominé réapprend à être pleinement libre, à s'assumer. En résistant, le dominé se guérit de sa dépendance et il guérit le dominant de sa dépendance. Donc, nous serons obligés d'utiliser les moyens de la conviction intellectuelle, de la pédagogie citoyenne, comme celui que j'utilise à cet instant présent, mais nous serons également obligés de passer par la lutte sociale, la lutte politique, la lutte économique, la lutte historique, la lutte géopolitique et géostratégique. Car en fait, l'homme n'est pas que fait de terre, l'homme n'est pas que fait de ciel et d'esprit, il est également fait de chair et de terre. L'homme est un animal pensant, terrestre. Il est certes pensant et par là relié au monde spirituel, mais il est terrestre. Et par conséquent, pour réaliser sa valeur et sa dignité, il doit lutter sur la terre. Il n'y a pas ici d'opposition dans la conception de la liberté humaine dès lors que l'homme est reconnu, incarné. Bon, mes chers amis, une fois que vous avez donc maîtrisé cela, nous pouvons descendre sur la terre et aller dans le golfe de Guinée. Commencer la deuxième partie de notre émission qui va être consacrée à vous présenter le golfe de Guinée. Peut-être vous le présenter tel que jamais vous ne l'avez vu. Parce que les Africaines et les Africains, bien souvent, ne savent pas sur quelle merveille ils sont installés et quels sont les dons que la nature absolue, la nature universelle leur a fait. Alors, ce sera l'objet de la deuxième partie de cette émission. Vous êtes d'ores et déjà près de 4000 personnes en direct. Ici, près de 1000 personnes sur Facebook. N'oubliez pas de partager. Près de 3000 sur YouTube. N'oubliez pas de partager pour continuer à défendre notre émission. On va passer à la deuxième partie.